Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 34 ans et je vis à Lyon, dans un appartement au 4e étage d'un immeuble ancien, avec parquet grinçant, fenêtres étroites et une vue modeste sur les toits voisins. Mon monde est une collection de routines, le même trajet jusqu'à l'école publique où je travaille comme assistante administrative, les mêmes visages dans les couloirs, les mêmes courses à faire entre la fin de la journée et le retour à la maison. Et surtout, la même sensation persistante de ne plus exister aux yeux de celui qui, autrefois, m'appelait « mon miracle du matin ». Laurent. Mon mari depuis 8 ans. Photographe freelance, souvent enfermé dans son bureau ou dehors, l'appareil, photo à la main, cherchant l'instant parfait. Il y a eu une époque où son regard me cherchait, où ses mains me frôlaient sans raison, où son sourire n'avait pas besoin d'excuses. Aujourd'hui, je pourrais porter une robe rouge sang ou me promener nue dans le salon, et il ne lèverait même pas les yeux de son écran. Ce soir-là, tout a basculé. C'était un jeudi. Nous mangions des pâtes réchauffées, assis l'un en face de l'autre, le silence comme troisième convive. J'ai osé lui demander s'il pouvait poser son téléphone, juste pour dîner, ensemble. Il a levé les yeux, exaspéré, et a soupiré comme si ma demande était une gifle. C'est toujours la même rengaine avec toi, Camille. Tu crois que ton petit monde a plus d'importance que le reste? A-t-il lâché. Je veux juste un moment, un seul, sans ce truc. Regarde-moi, Laurent. Il a ri, un rire bref, tranchant. Puis il m'a observé, de haut en bas, comme un juge impitoyable. Te regarder? Franchement, Camille, on dirait une sacoche de pommes de terre. Tu veux que je voie quoi, au juste? Je suis restée figée. Les mots se sont plantés en moi comme des aiguilles froides. Il n'a pas ajouté un mot. A simplement replongé dans son téléphone, les pouces actifs, les yeux ailleurs. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai fermé la porte et j'ai osé me regarder. Mon reflet me semblait étranger. Ce n'était pas mon corps qui me choquait, mais l'oubli dans mes yeux. Comment avais-je pu disparaître à ce point, même de moi-même? J'étais devenue invisible, une pièce de mobilier utile, mais jamais regardée. Je me suis souvenue des premiers temps, des nuits sur le canapé à rêver nos projets, de la fois où il avait photographié mon sourire au réveil en disant que c'était la lumière la plus pure qu'il ait jamais capturée. Où était passé cet homme? Et moi, qu'étais-je devenue? Le lendemain, j'ai tenté une approche douce. Un petit déjeuner préparé avec soin, un café comme il l'aimait. Il a à peine regardé la table, a attrapé une tartine à moitié beurrée et est parti en disant qu'il avait une séance photo à l'autre bout de la ville. J'ai voulu croire qu'il était fatigué, stressé, distrait. Mais au fond de moi, une autre voix chuchotait. Il ne te voit plus. Il ne t'écoute plus. Il ne t'aime plus. Ce soir-là, alors que je débarrassais seule, son téléphone a vibré sur la table. Il était parti fumer sur le balcon. L'écran s'est allumé. Brièvement, Élodie. Un prénom inconnu. Un cœur à côté. Un message flou. Mon estomac s'est contracté. Je n'ai pas osé regarder. Pas encore. J'avais peur de ce que j'allais découvrir. Et pourtant, une part de moi savait déjà. Il y avait un monde auquel je n'avais plus accès. Un monde fait d'échanges, secrets, de regards volés, de désirs qu'il ne me portait plus. Ce n'était plus de la tristesse, ni même de la colère. C'était une douleur sourde, épaisse, comme un poids dans la poitrine. Je suis allée me coucher sans un mot. Laurent est rentré tard, sentant le tabac froid et quelque chose d'autre, une odeur que je ne portais pas. Je l'ai entendu se glisser dans le lit, dos tourné, et j'ai pleuré en silence, la tête enfoncée dans l'oreiller. Pas pour ce qu'il m'avait dit, mais parce que je comprenais enfin qu'il ne me verrait plus jamais. Pas comme avant. Peut-être jamais, comme je le méritais. Je n'étais pas triste d'avoir été insultée. J'étais effrayée de me rendre compte à quel point j'avais accepté cette indifférence comme une norme. Et c'est là que j'ai su que quelque chose devait changer. Je crois que ce que j'ai ressenti ce matin-là, ce n'était pas de la jalousie. C'était une forme étrange d'humiliation. Comme si l'univers confirmait ce que Laurent avait sous-entendu la veille. Je n'étais plus digne d'attention. Encore moins de désir. Le prénom clignotait encore dans ma mémoire. Élodie.
5 lettres qui brûlaient, une étrangère qui vivait désormais dans les interstices de mon mariage. Je n'ai pas résisté bien longtemps. 2 jours plus tard, alors qu'il prenait sa douche, j'ai ouvert son téléphone. Le code n'avait pas changé. Par réflexe ou par espoir, je l'ai saisi, les mains tremblantes. Et là, tout s'est figé. Les messages avec Élodie ne laissaient aucune place au doute. Des photos, des mots crus, des promesses de retrouvailles, des souvenirs partagés que je ne connaissais pas. Ils avaient leur propre langage, leurs blagues, leurs projets. Il lui disait qu'elle le faisait se sentir vivant, qu'avec elle, il avait l'impression d'être de nouveau un homme. Et moi, j'étais reléguée au rang de complications temporaires. Je ne me souviens pas d'avoir refermé le téléphone, ni de comment je suis arrivée sur le canapé. J'ai simplement senti mon corps s'effondrer, comme si chaque mot échangé entre eux me volait une partie de ma dignité. Ce n'était pas tant la trahison charnelle qui me blessait, mais la facilité avec laquelle il m'effaçait, comme si je n'avais jamais compté. Je n'ai pas confronté Laurent. Pas encore. Je l'ai observé ces jours-là comme on observe un inconnu. Ses gestes, ses sourires absents, sa manière de masquer l'écran dès que je m'approchais. Je me suis demandé si Élodie savait pour moi, si elle connaissait mon nom, si elle riait de moi avec lui. Le samedi suivant, j'étais sortie faire quelques courses. Mon cœur battait vite sans raison apparente. J'avais cette sensation constante d'être à la fois sur le point de crier et de m'effondrer. Et c'est là que je les ai vus. Rue de la République, juste en face du cinéma. Ils sortèrent d'un café, bras dessus, bras dessous. Elle était plus jeune, évidemment. Mince, blonde, vêtue comme ces femmes qu'on voit dans les magazines. Elle riait, la tête renversée. Il l'embrassait dans le cou. Je suis restée pétrifiée, comme une figurante dans ma propre vie. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a vue. Laurent a croisé mon regard. Il n'a pas sursauté. Il n'a pas reculé. Il a juste souri. Puis, se tournant vers Élodie, il a soufflé quelque chose à son oreille. Ils ont ri ensemble. « Tu vois la baleine ?» a-t-il dit assez fort pour que je l'entende. Je n'ai pas su bouger, ni pleurer. J'étais figée, le visage brûlant de honte, de rage, de chagrin. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était une destruction volontaire, méticuleuse, de tout ce que j'étais. Je suis rentrée en marchant vite, le souffle court, les mains glacées. J'ai claqué la porte de l'appartement et rassemblé quelques affaires dans un sac sans réfléchir. Des vêtements, une brosse à dents, mon carnet de notes. Puis j'ai appelé Juliette. Ma sœur a répondu à la première sonnerie. Je n'ai dit qu'une phrase. « Je peux venir chez toi ?» Et elle a répondu oui, sans poser de questions. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai pris le train le soir même pour Marseille. Assise près de la fenêtre, j'ai regardé les lumières s'éloigner, mon reflet flou dans la vitre. J'étais un fantôme en fuite. Mais au fond, une minuscule étincelle commençait à trembler. Une promesse de réveil. Quand le train est arrivé à Marseille, il était presque minuit. Juliette m'attendait sur le quai, les bras croisés, le regard inquiet. Je n'avais pas vu ma sœur depuis plusieurs mois, mais en un seul regard, elle avait compris. Elle m'a serré contre elle, fort, comme si elle voulait recoller les morceaux de ce que j'étais devenue. « Tu n'as rien à m'expliquer maintenant ?» m'a-t-elle soufflé. « On parlera quand tu seras prête ?» Chez elle, tout sentait la lavande et le calme. Son appartement était modeste mais chaleureux, rempli de plantes, de livres, de coussins aux couleurs vives. Je me suis effondrée sur le canapé-lit qu'elle m'avait préparé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans rêver de lui. Les jours suivants ont été silencieux. Juliette m'a laissé respirer. Elle me parlait de ses patients. Elle est psychologue, de ses cours de yoga, de ses projets de voyage avortés. Elle cuisinait, me tendait des assiettes comme on offre une couverture à quelqu'un qui grelotte. Je passais mes journées à marcher sur la plage, à regarder les vagues, à écouter les cris des mouettes, comme si la mer pouvait laver ce que j'avais laissé derrière moi. Un matin, alors que je préparais du café, Juliette est entrée avec cette énergie lumineuse qu'elle a toujours eue. « Tu viens avec moi ce soir », a-t-elle dit sans détour. « Où ça ?»« Une salle de danse contemporaine. Ils offrent un cours d'essai. » « Tu n'as rien à perdre. » J'ai voulu refuser.
Mon premier réflexe a été de penser à mon corps, à mes cuisses, à mes bras, à la manière dont mes vêtements me serraient, à l'image qu'il avait plantée en moi, celle d'une femme difforme, sans grâce. « Juliette, tu sais bien que… » « Camille, a-t-elle coupé, en me regardant droit dans les yeux. « Tu n'as pas été faite pour disparaître ?» Sa voix n'avait rien de moqueur ni de pressant. C'était une main tendue, une bouée. J'ai cédé. Peut-être parce que j'étais fatiguée de dire non à tout. Peut-être parce que je n'avais plus rien à protéger. La salle était située dans un ancien entrepôt transformé en espace artistique. Le parquet grinçait comme dans mon appartement à Lyon, mais l'air était rempli de musique, de rire, de chaleur humaine. Il y avait là une douzaine de femmes, toutes différentes, grandes, petites, fines, rondes, jeunes, âgées. Personne ne semblait me regarder comme un intrus. La professeure, une femme aux cheveux courts et aux pieds nus, nous a salués avec un sourire franc. Ici, on ne danse pas pour plaire, on danse pour sentir. J'ai levé les bras, maladroite. J'ai essayé de suivre les mouvements, mon corps rigide, hésitant. Chaque geste semblait me trahir. Mon souffle était court, mes jambes tremblaient, ma tête bourdonnait. Mais il y avait dans cet inconfort une énergie nouvelle, une promesse ténue. Juliette dansait à côté de moi avec cette aisance tranquille qu'elle a toujours eue. Elle ne m'a pas jugée. Elle m'a simplement encouragée du regard. Quand la musique s'est arrêtée, j'avais chaud, mal au mollet, envie de m'asseoir. Mais aussi, et c'était plus étrange, j'avais envie de recommencer. Ce soir-là, en rentrant, je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain de Juliette. J'étais en sueur, décoiffée, les joues rouges. Mais je me suis vue vivante. Et c'était une première depuis longtemps. Je ne savais pas encore où tout cela me mènerait. Mais au fond de ma poitrine, quelque chose d'oublié avait recommencé à battre. Les jours qui ont suivi ce premier cours ont été marqués par une dualité étrange. D'un côté, un corps courbaturé, douloureux, qui me rappelait à chaque mouvement que j'avais trop longtemps ignoré son existence. De l'autre, une envie tenace de recommencer. Comme si chaque pas maladroit sur le parquet avait réveillé une part de moi-même que j'avais bâillonnée depuis des années. Je suis retournée à la salle, puis encore. Juliette me soutenait, toujours discrètement présente, mais jamais insistante. Les autres femmes aussi m'ont intégrée sans me poser de questions. C'était un cercle silencieux mais bienveillant. Un lieu où je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi mes gestes étaient raides, ou pourquoi mes yeux se remplissaient parfois de larmes sans raison. Mais cette bulle fragile a vite été percée. Un jeudi soir, alors que je m'efforçais de suivre une séquence particulièrement fluide, sauts, torsions, mouvements de bras en cadence, j'ai entendu un murmure dans le vestiaire en fin de séance. « Elle croit qu'elle peut danser avec ce corps? On dirait qu'elle va tomber à chaque pas. » La voix n'était pas forte, mais assez claire. Une autre élève, plus jeune, élancée, toujours impeccablement coiffée, elle riait en chuchotant à une camarade, sans même tenter de cacher son regard moqueur. Je n'ai rien dit, je n'ai pas réagi, je me suis changée en silence, avalant la brûlure de ses mots comme une gorgée d'eau trop chaude. Mais une fois seule dans la rue, l'humiliation est montée. J'ai marché longtemps, les mains dans les poches, tentant de me convaincre que ça n'avait pas d'importance. Pourtant, une petite voix en moi hurlait « Et si elle avait raison ?» Le lendemain, je suis restée couchée. J'ai refusé de me lever, d'aller marcher, de danser. Juliette a frappé doucement à la porte, m'a proposé du thé, puis s'est éloignée sans insister. Je me suis sentie comme un château de cartes. Une petite moquerie avait suffi à tout faire s'effondrer. Je me suis regardée longuement dans le miroir ce jour-là. Pas comme un simple reflet, mais comme un procès. J'ai scruté chaque courbe, chaque pli, chaque imperfection. Mes bras, mes hanches, mon ventre, mes cuisses, et les mots de Laurent sont revenus en écho. Sacoche de pommes de terre, baleine, comme des chaînes invisibles autour de moi. Pourquoi avais-je pensé, ne serait-ce qu'un instant, que j'avais ma place sur une scène? Pourquoi avais-je cru que la danse pouvait m'appartenir? J'étais ridicule, gênante, une imposture ambulante. Mais quelque chose m'a empêchée de sombrer totalement. Ce n'était ni un souvenir heureux,
ni une image inspirante. C'était une simple phrase, perdue dans mon esprit, que ma mère m'avait dite bien avant de mourir. Une phrase que je n'avais pas entendue. Depuis des années. « Camille, tu es née pour qu'on te voie. » Je me suis levée d'un coup. J'ai fouillé dans mes affaires, cherché mon vieux journal, celui dans lequel j'avais griffonné des mots sans suite pendant mon adolescence. Et là, entre 2 pages collées par le temps, une lettre. C'était son écriture. Fine, soignée. Une lettre qu'elle m'avait laissée après son dernier séjour à l'hôpital, que j'avais cachée là, incapable de la lire à l'époque. « Ma Camille, tu portes en toi une lumière que tu refuses de voir. Depuis toute petite, je te regarde danser, parler, même te taire, et je sens que le monde te demande de te cacher. Mais moi, je te vois, et je sais que tu es faite pour la scène, pour qu'on te remarque, pour qu'on t'écoute. Tu es née pour être vue. » Je l'ai relu 3 fois. Les mots tremblaient sous mes doigts. Une chaleur étrange m'a envahi. Ce n'était plus une question d'humiliation ou de revanche. C'était une promesse silencieuse que je me devais à moi-même. Je suis retournée à la salle 2 jours plus tard. Pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour me retrouver. J'ai repris les cours de danse comme on reprend une respiration longtemps bloquée. Ce n'était pas plus facile qu'avant. Mes mouvements étaient encore hésitants. Mes muscles criaient à chaque enchaînement. Mais quelque chose avait changé. Je ne cherchais plus à ressembler aux autres. Je voulais simplement être là, entière, dans mon corps, dans mon souffle, dans ma sueur. Chaque geste devenait un acte de survie, un cri silencieux contre les années passées à me rabaisser moi-même. Juliette m'observait de loin, fière, mais discrète. Elle ne disait rien, ne me flattait pas. Elle me laissait m'élever ou tomber par moi-même, mais elle était toujours là pour me rattraper sans poser de questions. Sa présence seule suffisait. Elle était la preuve vivante que l'amour peut être doux, solide, inconditionnel. Un soir, alors que je ne trouvais pas le sommeil, je suis allée fouiller dans une vieille boîte qu'elle gardait sur l'étagère la plus haute de la bibliothèque. À l'intérieur, des lettres, des photos, des carnets. Juliette avait tout gardé, même des objets à mon nom, comme si elle savait qu'un jour j'aurais besoin de me rappeler d'où je venais. Parmi ces reliques du passé, j'ai trouvé une autre lettre de notre mère. Celle-ci était adressée à Juliette, mais elle parlait de moi. Camille ne sait pas encore combien elle est forte. Elle croit qu'elle doit se faire petite pour être aimée. Mais un jour, elle comprendra que sa grandeur est sa lumière, pas son fardeau. Je me suis effondrée sur le sol, la lettre contre mon cœur. Les larmes sont venues sans retenue. Ce n'était pas la douleur de l'abandon ou de la trahison cette fois. C'était un deuil lent, profond, celui de toutes les versions de moi que j'avais tuées à force de me taire. J'avais tenté d'être discrète, de ne pas déranger, de plaire, d'effacer mes besoins derrière ceux des autres. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Un homme qui me méprisait, un corps que je ne reconnaissais plus, une voix que j'avais perdue. Mais cette lettre, ces mots d'une mère disparue, c'était comme si elle m'avait tendu la main à travers le temps pour me dire « Tu peux encore te choisir ». Le lendemain, j'ai dansé comme jamais. Pas avec grâce, ni technique, mais avec une rage douce, une intensité que je ne savais pas posséder. J'ai senti mon corps se délier, mes gestes devenir plus nets, mes pieds mieux ancrés. J'étais là, moi, enfin. À la fin du cours, alors que je récupérais mon sac, la professeure s'est approchée. « Tu as une manière très singulière de bouger, Camille. Continue. Ne cherche pas à copier. Laisse-toi traverser. » C'était peut-être une phrase anodine pour elle. Mais pour moi, c'était une reconnaissance, une petite lumière dans le noir. Et puis, comme la vie aime tester notre volonté juste après nos décisions, Laurent est réapparu. Un message d'abord. Neutre, presque poli. Je pense qu'on devrait parler. Puis un autre, quelques heures plus tard, plus insistant. Je regrette certaines choses. Je suis perdue. On pourrait se voir? J'ai ignoré. Mais il ne s'est pas arrêté. 2 jours après, il était là, devant la porte de Juliette. Comme s'il pouvait simplement franchir le seuil et me récupérer, comme on récupère un objet oublié. Il avait l'air fatigué, mal rasé,
avec ce ton mielleux qu'il utilisait quand il voulait manipuler sans en avoir l'air. « Camille, écoute. Je ne veux pas qu'on se quitte dans la haine. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi non plus. On était bien, non? J'ai croisé les bras, le regard froid. Tu m'as appelé baleine devant ta maîtresse. Il a cligné des yeux, comme surpris que je ne laisse pas passer. J'étais énervée. Je voulais te faire réagir. Tu te laissais aller. Je ne savais plus comment te toucher. J'ai eu envie de rire. Ce n'était même plus de la colère. Juste un constat. Il ne comprenait rien. Et comme pour ajouter à cette mascarade, j'ai reçu une notification sur mon téléphone ce soir-là. Un compte nommé « Élodie la Française » avait publié une photo de moi en train de danser, prise à mon insu, accompagnée d'une légende. « Quand les femmes trompées croient que suer les rend désirables ». C'était le début d'une nouvelle bataille. Mais j'étais prête. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai passé des heures à fixer l'écran de mon téléphone, les yeux secs, le cœur battant dans les tempes. Le post d'Élodie s'était déjà répandu, partagé, commenté, moqué. Elle avait pris une photo pendant une séance, sans que je m'en aperçoive, probablement en se cachant quelque part dans la salle. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était une humiliation publique. Juliette m'a trouvée assise, dans la cuisine à 7 heures du matin, toujours en robe de chambre, le regard figé sur ma tasse de thé froid. Elle a compris sans que j'aie besoin de dire un mot. Elle a pris mon téléphone, lu les commentaires, puis l'a reposé lentement. « Tu ne peux pas laisser ça là, Camille. Que veux-tu que je fasse? Hurler sur les réseaux? Leur donner ce qu'ils attendent? Me justifier? » Non. Elle a gagné. Elle m'a montré comme je suis, et ils se sont moqués. Juliette s'est assise en face de moi. Non, elle t'a montré comme elle veut que tu sois vue. Pas comme tu es. Tu peux choisir comment répondre. Mais je ne savais pas comment. Mon souffle était court, mes mains tremblaient, mon estomac noué. Chaque commentaire, chaque rire virtuel était une gifle. Les anonymes sont cruels. Ils attaquent là où ça fait mal, là où tu n'as pas encore cicatrisé. Laurent, lui, a sauté sur l'occasion pour jouer au sauveur. Je te l'avais dit. Marcella n'est pas un bon endroit pour toi. Reviens à Lyon. On pourrait tout, ça reconstruire. Je suis prêt à te pardonner aussi, tu sais. Pardonner? J'ai failli éclater de rire. J'ai simplement mis fin à la conversation. Je n'avais plus la force d'expliquer à quelqu'un qui ne m'avait jamais écouté. Mais le pire était à venir. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre officielle. Un courrier juridique. Laurent s'opposait au divorce. Il voulait bloquer la procédure sous prétexte de vouloir protéger notre patrimoine commun. En clair, il ne voulait pas vendre la maison que nous avions héritée de ses parents, que nous possédions à 2. Il ne voulait pas me céder la moitié. Il avait décidé d'utiliser la loi pour me garder liée à lui, non par amour, mais par calcul. Je me suis sentie trahie une seconde fois. Il ne suffisait pas de me salir en tant que femme. Il voulait, maintenant, m'enfermer en tant qu'individu. C'est ce jour-là que j'ai décidé de consulter une avocate à Marseille. Une femme ferme, posée, directe. Elle m'a expliqué mes droits, m'a rassurée sur le processus, m'a dit que la tentative de Laurent ne tiendrait pas si je tenais bon. Mais surtout, elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant « Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, Madame Dubois. » Ces mots m'ont accompagnée comme une prière silencieuse. Quant à Élodie, elle ne s'est pas arrêtée. 1 semaine plus tard, un second post, encore plus cruel, moquant ma transformation ratée. Les commentaires se sont faits plus nombreux, certains me défendaient, d'autres enfoncèrent le clou. L'onde de choc grandissait. Mais cette fois, je ne me suis pas laissée couler. Avec l'aide de Juliette, j'ai désactivé mes notifications, bloqué les comptes les plus venimeux. Et surtout, j'ai continué à danser, même en tremblant, même avec la peur au ventre. Parce que j'avais compris que ce combat dépassait mon histoire personnelle. Un soir, après une répétition particulièrement intense, une femme que je ne connaissais pas est venue me voir. Elle faisait partie d'un collectif artistique local. « On vous a vu », m'a-t-elle dit. « Vous êtes différente. On prépare un projet photographique autour des corps réels, des femmes de la vraie vie. Pas des mannequins, des combattantes. Vous accepteriez de poser ?» Je suis restée bouche bée. « Moi ?
devant un objectif, après tout ce que j'avais traversé? Mais j'ai dit oui. Et pour la première fois, je ne disais pas oui pour plaire. Je disais oui pour exister. Poser pour ce projet, c'était comme me jeter dans le vide. Chaque jour, je me demandais si je n'étais pas en train de faire une erreur, si je n'allais pas finir encore une fois défigurée par les jugements, piétinée par les moqueries, mais une autre voix, plus calme, plus profonde, murmurait « Tu as déjà survécu au pire, maintenant, tu peux créer. » Le jour du premier shooting, je suis arrivée en avance, comme toujours. Le studio était installé dans un vieux hangar, reconverti, les murs nus, les plafonds hauts, une lumière douce filtrant par les verrières. On m'a accueilli avec respect, sans maquillage imposé, sans ajustements artificiels. Juste moi, mon corps et un photographe à l'écoute. Le projet s'intitule « Présente », m'a-t-il dit. Il n'y aura ni retouche ni filtre. Ce qu'on veut, c'est ta vérité. Au début, j'étais raide, bloquée. J'avais l'impression que mes bras ne savaient plus où se poser, que mon ventre allait trahir mes faiblesses. Mais alors que la musique commençait, une pièce instrumentale, lente et profonde, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée porter. J'ai pensé à ma mère, à ses lettres, à ces mots qui me suivaient comme un fil invisible. J'ai pensé à Juliette, à sa patience, à sa foi en moi. J'ai pensé à Élodie, à son poison, à la violence de ses regards. Et même à Laurent, à ses insultes, à sa manière de me détruire. Et j'ai dansé, sans chorégraphie, sans structure. J'ai laissé mon corps raconter tout ce que ma bouche avait eu pendant des années. La peur, l'amour, la colère, le désir, le refus, l'espoir. À la fin de la séance, le silence était total. Le photographe m'a regardé, visiblement ému. « Tu viens de faire bien plus qu'une image. Tu viens de faire un acte politique. » Je n'avais jamais pensé à moi comme à une militante. Mais ces mots ont résonné en moi. Mon corps, longtemps ignoré, jugé, maltraité, devenait un message. Un poème en mouvement. Dans les jours suivants, j'ai repris mes entraînements avec plus de rigueur. Je me suis mise à suivre un programme d'accompagnement nutritionnel et sportif, mais sans obsession, sans haine de moi-même. Je voulais être forte, souple, mais surtout présente. Investie dans chaque pas, chaque étirement, chaque respiration. Mon corps changeait, pas pour rentrer dans des normes, mais pour retrouver sa fonction première, me porter, me défendre, m'habiter. La professeure de danse a remarqué mon évolution. Elle m'a proposé un solo pour la prochaine représentation locale. Un court passage, mais intense, personnel. J'ai hésité. Me montrer, encore? Offrir ma vulnérabilité à un public inconnu? Mais la réponse est venue de là où je ne l'attendais pas. Une lettre d'un centre culturel, accompagnée d'une invitation officielle. Une femme, ancienne danseuse professionnelle reconvertie en chorégraphe, avait vu une photo de moi sur la page du projet Présente. Elle voulait que je participe à un nouveau projet scénique, une performance photographique vivante, combinant images et mouvements, autour du thème « Ce qu'on ne voit pas ». C'était une proposition sérieuse, un vrai tremplin. Juliette a sauté de joie. Moi, je suis restée silencieuse, terrifiée et honorée en même temps. Mais j'ai accepté, parce que quelque chose en moi, malgré les cicatrices, avait appris à dire oui à ce qui me faisait grandir. Laurent, entre-temps, avait cessé ses tentatives directes, mais il agissait en coulisses. Il avait engagé un avocat plus agressif, faisait traîner les procédures, déposait des contestations absurdes. Il me faisait perdre du temps, de l'énergie, espérant sans doute me fatiguer, me faire abandonner. Mais il ne comprenait pas qu'il avait nourri malgré lui une version de moi qui ne reculait plus. Quant à Élodie, elle avait disparu un moment des radars. Mais je sentais, comme une ombre derrière moi, qu'elle n'avait pas dit son dernier mot. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais pour la première fois, j'avais une direction. Et surtout, j'avais retrouvé mon mouvement. Poser pour ce projet, c'était comme me jeter dans le vide.
Chaque jour, je me demandais si je n'étais pas en train de faire une erreur, si je n'allais pas finir encore une fois défigurée par les jugements, piétinée par les moqueries. Mais une autre voix, plus calme, plus profonde, murmurait « Tu as déjà survécu au pire, maintenant, tu peux créer. » Le jour du premier shooting, je suis arrivée en avance, comme toujours. Le studio était installé dans un vieux hangar, reconverti, les murs nus, les plafonds hauts, une lumière douce filtrant par les verrières. On m'a accueilli avec respect, sans maquillage imposé, sans ajustements artificiels. Juste moi, mon corps et un photographe à l'écoute. Le projet s'intitule « Présente », m'a-t-il dit. Il n'y aura ni retouche ni filtre. Ce qu'on veut, c'est ta vérité. Au début, j'étais raide, bloquée. J'avais l'impression que mes bras ne savaient plus où se poser, que mon ventre allait trahir mes faiblesses. Mais alors que la musique commençait, une pièce instrumentale, lente et profonde, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée porter. J'ai pensé à ma mère, à ses lettres, à ces mots qui me suivaient comme un fil invisible. J'ai pensé à Juliette, à sa patience, à sa foi en moi. J'ai pensé à Élodie, à son poison, à la violence de ses regards. Et même à Laurent, à ses insultes, à sa manière de me détruire. Et j'ai dansé, sans chorégraphie, sans structure. J'ai laissé mon corps raconter tout ce que ma bouche avait eu pendant des années. La peur, l'amour, la colère, le désir, le refus, l'espoir. À la fin de la séance, le silence était total. Le photographe m'a regardé, visiblement ému. « Tu viens de faire bien plus qu'une image. Tu viens de faire un acte politique. » Je n'avais jamais pensé à moi comme à une militante. Mais ces mots ont résonné en moi. Mon corps, longtemps ignoré, jugé, maltraité, devenait un message. Un poème en mouvement. Dans les jours suivants, j'ai repris mes entraînements avec plus de rigueur. Je me suis mise à suivre un programme d'accompagnement nutritionnel et sportif, mais sans obsession, sans haine de moi-même. Je voulais être forte, souple, mais surtout présente, investie dans chaque pas, chaque étirement, chaque respiration. Mon corps changeait, pas pour rentrer dans des normes, mais pour retrouver sa fonction première, me porter, me défendre, m'habiter. La professeure de danse a remarqué mon évolution. Elle m'a proposé un solo pour la prochaine représentation locale. Un court passage, mais intense, personnel. J'ai hésité. Me montrer encore? Offrir ma vulnérabilité à un public inconnu? Mais la réponse est venue de là où je ne l'attendais pas. Une lettre d'un centre culturel, accompagnée d'une invitation officielle. Une femme, ancienne danseuse professionnelle reconvertie en chorégraphe, avait vu une photo de moi sur la page du projet Présente. Elle voulait que je participe à un nouveau projet scénique, une performance photographique vivante, combinant images et mouvements autour du thème « Ce qu'on ne voit pas ». C'était une proposition sérieuse, un vrai tremplin. Juliette a sauté de joie. Moi, je suis restée silencieuse, terrifiée et honorée en même temps. Mais j'ai accepté. Parce que quelque chose en moi, malgré les cicatrices, avait appris à dire oui à ce qui me faisait grandir. Laurent, entre-temps, avait cessé ses tentatives directes. Mais il agissait en coulisses. Il avait engagé un avocat plus agressif, faisait traîner les procédures, déposait des contestations absurdes. Il me faisait perdre du temps, de l'énergie, espérant sans doute me fatiguer, me faire abandonner. Mais il ne comprenait pas qu'il avait nourri malgré lui une version de moi qui ne reculait plus. Quant à Élodie, elle avait disparu un moment des radars. Mais je sentais, comme une ombre derrière moi, qu'elle n'avait pas dit son dernier mot. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais pour la première fois, j'avais une direction. Et surtout, j'avais retrouvé mon mouvement. Le matin de la représentation, je me suis réveillée avant le lever du soleil. La lumière était encore bleue, tiède, suspendue. Juliette dormait paisiblement dans la chambre voisine. Et moi, j'étais assise dans la cuisine, une tasse de thé à la main, le cœur battant comme une alarme silencieuse. Ce soir, j'allais monter sur scène.
non pas comme une danseuse accomplie, mais comme une femme debout, entière, malgré tout. Je ne savais pas encore ce que j'allais ressentir là-haut. Le trac me tenait la gorge, mais une autre force me portait. Une sorte de calme déterminé. J'avais survécu au venin d'Élodie, à l'indifférence cruelle de Laurent, à mes propres renoncements. Alors danser devant des inconnus, ce n'était plus une épreuve, c'était une délivrance. Dans les heures qui ont suivi la lettre, ouverte de Juliette, quelque chose d'inattendu s'était produit. Les messages de soutien avaient afflué. Des inconnus, des mères, des artistes, des adolescentes, des femmes âgées, des survivantes. Chacune y allait de ses maux, de ses souvenirs, de ses blessures. C'était comme si ma chute avait ouvert une brèche, un canal par où d'autres douleurs retenues pouvaient enfin s'exprimer. Certaines m'écrivaient simplement « Tu danses pour nous toutes ». Cette phrase, je l'ai répétée comme un mantra pendant toute la journée. Quand je suis arrivée au centre culturel, je ne pouvais plus faire demi-tour. La salle était remplie. L'événement avait gagné en ampleur, attiré l'attention des médias locaux, puis régionaux. Une journaliste d'un grand quotidien était présente, assise au premier rang. Elle avait demandé une interview après le spectacle. Je n'avais pas répondu. Je ne voulais pas parler. Je voulais danser. Dans les coulisses, le silence était sacré. Je me suis tenue droite, vêtue d'une tenue simple, noire, sans ornement. Le projecteur ne s'allumerait que sur moi. Juste moi, au centre, sans décor, sans artifice. J'étais prête. Pas parfaite, mais prête. La musique a commencé, lente comme un battement de cœur. Et j'ai avancé. Je ne me souviens pas de chaque mouvement. C'est flou. Mais je me souviens de la sensation. La chaleur sous mes pieds. L'air qui vibrait autour de moi. Le public, d'abord silencieux, puis progressivement pris dans le souffle de ma danse. J'ai laissé sortir tout ce que je portais. L'humiliation, la honte, l'amour perdu, la renaissance. Chaque pas était un mot, chaque geste un cri. J'ai pleuré en dansant. Mais je ne tremblais plus. Quand la dernière note a résonné, j'ai gardé les bras ouverts, les yeux fermés. Et puis, le silence. Un battement de cœur suspendu. Puis le tonnerre. Des applaudissements qui ne s'arrêtaient pas. Des cris. Des bravos. Des larmes dans les yeux des spectateurs. Moi, debout, haletante, baignée de lumière. Après, tout est allé très vite. La journaliste est venue me trouver. Une femme dans la quarantaine, au regard franc. « Vous avez dansé la douleur de millions », m'a-t-elle. « Dites. » Je n'ai jamais vu ça. Elle a publié un article le lendemain. Le titre « La femme qui a dansé à la place de celle qu'on a fait taire ». Le papier a circulé sur les réseaux, repris par des influenceuses, des militantes, des artistes. Une vague. C'est ainsi que tout a changé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'une rédactrice de la revue Éclat, le plus grand magazine féminin du pays. Elle me proposait de faire la une de leur édition spéciale sur l'empowerment, avec une interview approfondie et un shooting sans retouche. Et puis, l'ironie du sort. Un nom dans les abonnés fidèles du magazine, repéré dans leur base de lecteurs. Laurent Dubois, mon ex-mari, abonné anonyme, celui qui m'avait humilié, suivait désormais ma reconstruction depuis l'ombre. Quand Juliette l'a appris, elle a ri pendant 10 minutes. Moi, je n'ai rien dit. Ce n'était plus lui, le centre de ma vie. Ce n'était plus sa validation que je cherchais, ni sa présence, ni son pardon. Je n'étais plus sa femme. J'étais Camille, entière, debout, vivante. Le jour du shooting pour Éclat est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. J'avais accepté l'invitation avec un mélange de fierté et de peur. Ce n'était pas rien. Être en couverture de la revue féminine la plus lue de France, dans un numéro consacré à l'empowerment. Mais surtout, être là comme je suis, sans retouche, sans filtre, avec mes courbes, mes cicatrices, mon vécu. Le studio était vaste, baigné de lumière, naturel. L'équipe m'a accueilli avec douceur. Pas de frénésie de mode, pas de cris, pas de regard critique.
Juste une atmosphère calme, presque intime. Ils avaient lu mon histoire. Ils savaient. Avant de commencer, la photographe, une femme d'environ 50 ans, à l'allure tranquille mais à l'œil acéré, s'est approchée de moi. « Camille, aujourd'hui ce n'est pas toi qui entres dans la lumière. C'est la lumière qui vient à toi. » Je n'ai rien répondu. J'ai souri. J'étais prête. Le maquillage était minimal, les vêtements choisis avec soin. Simple, confortable, mais beau. Un pantalon fluide, une chemise ouverte sur une brassière en dentelle, mes cheveux détachés, pas pour séduire, pour exister. Les poses n'étaient pas figées. On m'a laissé bouger, m'exprimer, danser même. À un moment, la photographe m'a demandé de fermer les yeux, de penser à la fille que j'étais à 20 ans, puis à celle que j'étais devenue aujourd'hui. C'est là qu'elle a capté le cliché qu'ils ont finalement choisi pour la couverture. Un regard entre deux âges, entre deux mondes. Ni souffrance, ni triomphe. Juste une présence pleine. L'interview a été menée le lendemain, dans un café discret. J'ai parlé longuement. De la vie avec Laurent. De ce qu'on accepte quand on croit qu'on ne mérite pas mieux. De la première fois que je me suis sentie vue sur scène. Du moment où j'ai compris que danser n'était pas un luxe, mais une nécessité. Et surtout, de toutes les femmes qui m'avaient écrit depuis. De cette marée invisible qui m'avait portée quand mes jambes flanchaient. L'article est sorti une semaine plus tard. La couverture montrait mon visage, calme, nu, éclairé avec tendresse. Le titre, « Je suis assez ». 3 mots simples, mais pour moi, un manifeste. Les réactions ont été immédiates. Un raz-de-marée de partages, de commentaires, d'émotions. Des témoignages d'adolescentes en lutte avec leur image. De mères qui n'osaient plus se regarder dans le miroir. De femmes battantes, silencieuses, invisibles. Des centaines de messages. Et parmi eux, un qui m'a arrêté net. Laurent. Un simple message, via une adresse que je ne connaissais pas. « Je t'ai vu. Je suis désolée. Peut-on parler ?» Je l'ai laissé non lu. Je n'avais rien à dire. Il ne faisait plus partie du récit. Il était une page tournée. Un souvenir rangé dans un tiroir fermé à clé. Je n'éprouvais plus ni haine, ni rancune. Juste une distance. Une paix inattendue. D'autres propositions sont arrivées. Des conférences, des campagnes, des documentaires. Je les ai acceptées une à une, prudemment. Pas pour nourrir un ego blessé, mais pour continuer à rendre visible ce que tant veulent taire. Je n'étais plus seulement une femme qui dansait sa douleur. J'étais devenue une voix, une figure, malgré moi, de ce que signifie renaître. Et chaque fois qu'on me demandait si j'étais prête à représenter d'autres femmes, je répondais la même chose. Je ne représente personne. Je me tiens debout, et si d'autres veulent marcher à mes côtés, alors qu'elles viennent. Ce n'était pas un conte de fées, c'était ma vérité. Et elle brillait enfin. Je n'ai jamais vraiment su à quoi ressemblait la victoire avant ce jour. Je pensais que c'était un cri de triomphe, une scène de film, des applaudissements. Mais en réalité, la victoire a le visage de la sérénité. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement, comme une couverture chaude après une tempête. Le matin où le numéro d'éclat est sorti, je suis allée le chercher. Moi-même au kiosque, sans maquillage, en jogging, les cheveux attachés à la va-vite. Le marchand m'a reconnue. Il a souri, m'a tendu le magazine sans un mot, mais avec une étincelle dans le regard. En rentrant, je me suis assise sur le canapé et je l'ai feuilleté lentement. Voir mon propre visage sur une couverture nationale, dans la vitrine de centaines de librairies, c'était irréel, mais ce n'était pas le plus fort. Ce qui m'a coupé le souffle, c'était l'article. Il n'avait pas édulcoré mon histoire. Il n'avait pas minimisé les coups, les insultes, la honte, mais il n'avait pas non plus transformé mon parcours en conte de fées. C'était brut, vrai. J'y parlais de vulnérabilité, de chute, de rage, de renaissance. Et surtout, d'amour. L'amour de soi, enfin. Le même jour, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des interviews, des propositions, des invitations à des événements autour du corps, de la résilience, de l'art-thérapie. J'étais partout. Mon nom, mon visage, mes mots circulaient. Et au milieu de cette effervescence,
Une demande inattendue. Une école d'art dramatique m'invitait à parler à ses élèves de la puissance expressive du corps dans la reconstruction identitaire. Je n'ai pas tout de suite compris qu'ils me voyaient comme une artiste. Moi? Une artiste? Mais j'ai accepté. J'ai aussi reçu un appel de la production d'un documentaire. Ils voulaient suivre mon parcours pendant les prochains mois. Capturer l'après. Montrer comment une femme qui a été brisée peut non seulement se réparer, mais créer à partir de ses fissures. J'ai hésité. Exposer à nouveau ma vie? Mais j'ai dit oui. Parce que je savais maintenant que chaque histoire partagée est une lanterne pour une autre. Et au milieu de ce tourbillon, il y a eu lui. Laurent. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ressentir en le voyant. Il s'était présenté à l'une de mes conférences, discrètement. À la fin, il est venu vers moi, les mains dans les poches, le visage fermé, comme s'il attendait que je lui donne l'autorisation d'exister dans mon espace. Camille, je voulais dire que je suis désolée. Pour tout. Pour ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai fait. Je l'ai regardé longuement. Ce n'était plus l'homme qui m'avait réduite. C'était juste un homme. Faible. Perdu. Je te pardonne, ai-je dit. Mais ce pardon n'est pas pour toi. Il est pour moi. Il a hoché la tête. Et il est parti. Ce fut notre dernière conversation. Quelques jours plus tard, une photo de moi dans une galerie a été exposée à Paris, au milieu d'une série sur la diversité des corps. La curatrice m'a appelé « le visage de la victoire tranquille ». J'ai souri. Peut-être que c'était ça, oui. La victoire n'était pas un éclat. C'était un souffle, un regard droit, un pas après l'autre. Et moi, Camille Dubois, celle qu'on avait appelée Baleine, sacoche de pommes de terre, invisible, j'étais devenue une lumière. Pas parfaite, mais présente. Le rythme de ma vie avait changé. Je n'étais plus cette femme qui fuyait les reflets, qui cherchait l'approbation dans des silences gênés ou des caresses conditionnelles. Je me levais chaque jour avec un sentiment nouveau, difficile à nommer, mais qui ressemblait à de la paix. Une paix douce, modeste, construite lentement, comme on reconstruit une maison pierre par pierre, en prenant le temps de fortifier les fondations. La publication dans Éclat avait fait de moi une figure visible, presque publique, et pourtant, je ne m'étais jamais sentie aussi intime avec moi-même. Dans les interviews, je choisissais mes mots. Je parlais de ma trajectoire, de mes cicatrices, mais jamais en tant que victime. Toujours comme femme debout. J'avais appris à ne pas me justifier, à ne pas répondre à toutes les provocations. Et surtout, à ne pas nourrir les loups. Les réseaux sociaux, devenus autrefois une arme contre moi, s'étaient transformés en terrain d'échange. Je recevais des messages chaque jour, certains déchirants, d'autres porteurs d'espoir. Je répondais autant que je pouvais, pas pour me donner une image, mais parce que je savais ce que ça représentait de se sentir entendu, vraiment entendu. Je continuais à danser. À Marseille, les courses étaient espacées, mais s'étaient enrichies. Je participais à des ateliers, donnais quelques interventions, et je préparais désormais une création avec une troupe féminine réunissant des danseuses amateurs de toutes origines, de tous âges. Le projet s'appelait « Résonance ». C'était notre manière de rendre visible l'invisible, de raconter ensemble nos histoires silencieuses. Juliette restait mon pilier. Elle était là quand je tombais dans le doute, quand la fatigue me prenait, quand je doutais de ma légitimité. Elle me rappelait, toujours, que je n'étais pas une imposture, que mon corps, ma voix, mon parcours avaient de la valeur même sans validation extérieure. Un jour, elle m'a dit « Tu sais, Camille, tu as cessé de te battre contre toi-même. Et c'est ça, le vrai changement. » Elle avait raison. Le divorce avec Laurent avait enfin été prononcé. Il avait tenté de prolonger la procédure jusqu'au bout, mais les tribunaux avaient tranché. La maison avait été vendue. J'avais reçu ma part. Pas une fortune, mais assez pour ne plus dépendre de personne. J'avais loué un petit appartement à Marseille. Lumineux. À quelques minutes à pied de la mer. Un lieu à moi. Je l'ai décoré à ma manière. Avec des plantes suspendues, des livres ouverts,
des cadres avec mes propres photos. Pas celles où je posais, celles que j'avais prises. Des visages croisés, des fragments de gestes, des éclats de rue. J'avais redécouvert la photo, non comme une obsession de figé, mais comme un langage. Un dimanche matin, je suis sortie marcher le long du port. Le soleil caressait l'eau, les enfants riaient, et moi, j'étais là. Juste là. Présente dans ma vie. Je n'avais plus besoin de courir après ce que j'avais perdu. Je n'avais plus envie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Une petite fille est passée près de moi en dansant, les bras grands ouverts. Sa mère l'a appelée. Elle a couru vers elle, et en me croisant, elle m'a lancé. « Vous dansez ?»« Aussi, madame ?» J'ai souri. Tous les jours. C'était vrai. Je dansais même en marchant, même en respirant. Mon corps, autrefois objet de honte, était devenu mon instrument de liberté. Et dans cette simplicité, cette tranquillité nouvelle, j'ai compris que la paix retrouvée ne venait pas après la guerre. Elle venait du choix, chaque jour, de ne plus me trahir. Je suis assise dans un studio de télévision, en coulisses. Tout autour de moi, des techniciens s'activent, des maquilleurs murmurent, des invités répètent leurs réponses. Moi, je suis là, en silence, observant mon reflet dans le miroir. J'ai 40 minutes avant le direct. Le programme s'appelle Visage de France. Ce soir, on m'a demandé de clore l'émission avec une phrase. Une seule. Un message à porter, devant des millions de spectateurs. Je repense à tout ce chemin parcouru. La première gifle de mots lancée par l'homme que j'aimais. Les regards qui ne me voyaient plus, les nuits sans sommeil, les jours sans couleur, et puis la chute. Le fond, l'humiliation publique, les corps étrangers, les insultes numériques, les jugements tranchants comme des lames, mais aussi le sursaut. La main de Juliette. Les mots de ma mère retrouvés dans une lettre fanée. Le plancher froid d'une salle de danse. Les premiers pas, maladroits, puis vivants. Le souffle repris. La scène. Les photos. Le cri du corps devenu langage. Je suis devenue quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé. Pas une star, pas une célébrité, mais une présence, une voix, un corps en marche. La maquilleuse me touche légèrement l'épaule. Il est temps. Je traverse le couloir, entre en plateau. La lumière me chauffe la peau. Le présentateur me salue, sourit, annonce mon nom. Camille Dubois, danseuse, écrivaine, survivante. Ce soir, elle a le dernier mot. Je m'avance. Le plateau se tait. Le pays regarde. Je prends une inspiration. Pas pour jouer un rôle, mais pour revenir en moi, dans cet espace de vérité. Et je dis, on m'a dit un jour que je n'étais pas suffisante, trop ronde, trop discrète, trop éteinte, trop peu. Alors j'ai cru que je devais me faire petite pour exister, me fondre, me taire. Mais aujourd'hui, je sais que je n'étais pas assez. J'étais juste entourée de gens qui avaient peur de ce que je pouvais devenir. Alors je vais vous dire ceci, à vous qui m'écoutez, à vous qu'on a brisé, vous n'avez jamais été de trop. Vous n'avez jamais été pas assez. Vous êtes, et ça suffit. Une seconde de silence. Puis le plateau applaudit. Longuement, je ne pleure pas. Je souris. En dedans. Le lendemain, cette phrase circule partout. Elle devient une bannière. Une déclaration. On m'écrit. On me cite. On me partage. Mais ce n'est pas la reconnaissance qui me touche, c'est ce que ces mots réveillent chez les autres. Laurent m'écrit une dernière fois. Une lettre. Longue. Il me parle de sa solitude, de ses regrets, de ses erreurs. Il me dit qu'il lit tout ce que je publie, qu'il me reconnaît enfin. Il me demande s'il peut me revoir. Je ne réponds pas. Non par vengeance, par paix. Je l'ai aimé, je l'ai perdu. Je me suis retrouvée. 1 mois plus tard, je monte une dernière fois sur scène. Une performance solo. La salle est comble. À la fin, au lieu de saluer, je m'avance, attrape le micro et dis simplement « J'ai cru que je devais changer pour être aimée.
Mais je devais juste me souvenir que j'étais déjà beaucoup. J'étais déjà trop. Et maintenant, je le suis avec fierté. Rideau. Silence. Puis une ovation. Et moi, Camille Dubois, danseuse d'ombres et de lumière, je sors de scène droite, entière, libre.